Espace TV, le 22h. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de suivre Espace TV. Il est 22h et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, suspend les greffiers signataires de la pétition et aboutit à la grève dans le secteur. Les greffiers suspendus, eux, dénoncent la violation de la procédure en la matière. Vous les entendrez dans ce journal. Nouvelle saisie de cocaïne à l'aéroport international de Conakry-Bessian l'espace de 2 semaines. Cette fois, ce sont 2200 grammes de cocaïne qui ont été saisis grâce à la vigilance, notamment des services des douanes. Et puis cette polémique, la Guinée a-t-elle voté pour le trio nord-américain au détriment du Maroc dans l'organisation de la Coupe du Monde 2026? Le représentant guinéen Antonio Soare crie au scandale et soutient avoir voté pour le Maroc. Mais la toile s'enflamme et dénonce le vote guinéen. Les 5 signataires de la pétition de grève des greffiers sont suspendus par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour faute lourde. Les concernés dénoncent le non-respect de la procédure en la matière et ils comptent poursuivre leur mot d'ordre de grève jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. Malik Sangana Kamara, Abouakadine Kamara. C'est ce mercredi que l'arrêté de suspension leur a été signifié. Ces 5 greffiers suspendus par le ministre de la Justice pour, dit-on, faute lourde, contestent la procédure et établissent un lien entre la sanction et leur mouvement de grève. Cet arrêté de suspension est illégal, il ne respecte aucune procédure, ni même le droit du contradictoire du subordonné. C'est seulement un acte d'intimidation du ministre. Bon, la liaison que nous pouvons faire, c'est que tous les greffiers de la République de Guinée sont solidaires derrière nous pour suivre le mot d'ordre de grève que nous avons lancé depuis le 8 juin 2018. Donc, comme les greffiers observent ce mouvement, c'est ce lien que nous pouvons établir entre notre suspension et vraiment la grève. Déclenchée depuis le 8 juin dernier, cette grève des greffiers paralyse les audiences dans les tribunaux du pays. Pour ces grévistes, il faut obligatoirement la satisfaction de leur plateforme revendicative qui se résume à 4 points essentiels. Le premier point, le paiement des indemnités et primes de tous les greffiers en chef, des greffiers et des secrétaires de greffe. Le deuxième point, la mise en place de la commission administrative paritaire, qui est notre conseil de discipline pour éviter les sanctions administratives illégales, comme nous sommes sur l'objet aujourd'hui. Et le troisième point, c'est l'institution d'une formation professionnelle continue pour tous les greffiers. Et le dernier point, qui est le quatrième, c'est le reclassement effectif de tous les greffiers en chef et des greffiers qui ne sont pas reclassés dans la hiérarchie A de la fonction publique. La suspension des 5 membres du mouvement ne pourra faire échouer cette grève, martèle-t-il. S'ils pensent qu'en suspendant les 5 greffiers, représentants des greffiers, qui réussira à faire taire les greffiers, le mouvement des greffiers, ils se trompent. Et ils ne contribuent ici qu'à la radicalisation du mouvement, qu'à l'enlisement de la crise qui se trouve aujourd'hui au ministère de la Justice. Les greffiers sont déterminés à aller jusqu'au bout, mais jusqu'au bout. Pour les rétablir dans leurs droits, ils ont constitué leur défense pour annuler l'arrêté du ministre qui les suspend de leurs fonctions. Dans le dossier du rapport d'audit provisoire sur l'Office guinéen de publicité, il y a un nouveau rebondissement. Le directeur général du cabinet Eventus Guinée, cité parmi les sociétés ayant perçu des paiements de l'EGP, apporte des précisions. Il est indiqué que le cabinet Eventus Guinée aurait perçu un montant d'environ 4 milliards 200 millions de francs guinéens. Une accusation que rejette le directeur de ce cabinet en la personne de Moussa Diomessi, que notre équipe de reportage a rencontré ce mercredi. Makisso Lamelsila. Selon le rapport d'audit, le cabinet Eventus aurait encaissé un montant de 4 milliards 686 millions 831 141 francs guinéens. Les précisions du directeur d'Eventus ne corroborent pas. C'est une allégation et c'est la première fois que j'apprends que l'OGP ait mentionné le nom du cabinet Eventus ayant perçu un montant de 4 milliards. Si le montant d'environ 4 milliards n'est donc pas perçu par Eventus, à combien s'élèverait le reliquat du cabinet? À cette question, le directeur général donne des montants qu'il a perçus, sans aucune trace. Moi, je reconnais
Sur le plan de l'honnêteté morale, je reconnais avoir perçu cet argent, en dépit du fait que... 150 millions ou 300 150 millions. Et les 150 les autres 150 en réalité sont liés à une opération dont le contrat existe ici, signé par Paul Moussa Diawara et Djibril Tob, directeur général à l'époque de Interciel. Le rapport mentionne également l'existence d'un contrat qui lie l'OGP au cabinet Eventus, mais dans ce document, aucune indication financière ou de calcul lié à la rémunération du cabinet n'est établie. La réponse du directeur est catégorique. Aujourd'hui, je peux vous montrer le premier contrat qui a été signé par Frédéric Loy. La mission de l'OGP est très bien établie et en même temps, vous verrez que dans l'exposé liminaire du contrat, il est entendu les obligations des parties, c'est-à-dire les obligations du cabinet Eventus, bien entendu les obligations de Eventus et de l'OGP. Donc en réalité, il n'y avait pas d'ambiguïté possible à ce niveau. Le cabinet Eventus n'est que l'une des structures citées dans ce rapport. D'autres, comme tous les opérateurs de téléphonie, sont aussi concernés. A noter que Paul Moussa Diawara dénonce ce rapport d'audit qu'il qualifie de provisoire parce qu'il n'aurait pas respecté le principe du contradictoire. C'est la deuxième saisie de cocaïne dans l'espace de 2 semaines à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Un coup de fil réussi grâce à la vigilance combinée des services antidrogue, de la police à l'aéroport et des agents des douanes. Cette fois-ci, ce sont 2200 grammes de cocaïne qui ont été saisis avec un Bissau-Guinéen de 38 ans. Le jeune se réclame étudiant et commerçant import-export entre le Brésil et la Guinée-Bissau. La cocaïne était emballée dans un tube de machine à plastification de photos et autres. Le colonel Thiebro salue la détermination de ces hommes et sollicite l'aide du gouvernement pour la mise en place d'une unité canine. Il s'agit de chiens renifleurs capables de détecter la drogue avec beaucoup d'habileté. Al-Seni Bari, Mohamed Al-Seni Kamara. Diazo Bidaka est un étudiant bissau-guinéen âgé de 38 ans. Il a été interpellé à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec 2200 grammes de cocaïne. Il quittait le Brésil pour se rendre en Guinée-Bissau où, selon lui, il devrait effectuer la vente de chaussures. Instinctivement, la cellule de ciblage et l'office central antidrogue basé à l'aéroport, par suspicion, s'est intéressé à ces machines de plastification et a procédé à la réquisition d'un technicien qui a scié ces cylindres et dans les cavités, la poudre blanche passée au test a réagi à la cocaïne. Dans les deux cas, c'est le même mode opératoire. La dissimulation dans les cylindres, la drogue en provenance du Brésil, le présumé se qualifiant d'étudiant. Et ce qui a attiré notre attention aussi, c'est que c'est le même mode de dissimulation dans les machines de plastification. Et à partir même de l'usine, il a été appréhendé à partir de l'aéroport de Bessia. Il doit avoir des complices en Guinée et nous sommes en train de mener, les enquêtes sont aux aguets, nous sommes en train de mener les enquêtes pour remonter, parce que notre but, ce n'est pas seulement d'arrêter, c'est de démanteler le réseau. Autant dire que les moyens des services de l'antidrogue manquent. La plupart des saisies de stupéfiants se font par intuition ou par suspicion, raison pour laquelle le colonel Thiebro invite les autorités à équiper son service, mais surtout à la création d'une unité canine. Mais si c'est les chiens dressés pour ça, qu'on appelle brigade canine, ça va nous faciliter encore davantage de travail. Mais il faudrait que tout le monde soit vigilant. On soit vigilant, on redouble la vigilance encore, et pour que pas mal de choses comme ça tombent dans nos mains. A noter que le présumé dealer a indiqué que c'est un ami qui lui a remis les bagages et qu'il ne savait pas qu'il contenait de la drogue. L'humanité a célébré la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme sous le thème « Faisons briller notre lumière sur le monde ». En Guinée, cette journée a été célébrée avec un caractère particulier. Un atelier de validation de l'avant-projet de loi sur les droits des personnes atteintes d'albinisme a été organisé ce mercredi à Conakry avec la collaboration du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Ouminato Sidibé, El Hadj Alioba.
Cette loi qui sera validée cette journée devrait permettre une meilleure intégration de cette couche vulnérable au sein de la société et atténuer ainsi les abus dont elle est victime. Son adoption permettra aux albinos de Guinée d'être à l'abri de multiples marginalisations. Cette loi spécifique sur les personnes atteintes d'albinisme est une première en Afrique. Sa promulgation en Guinée et son adaptation par d'autres pays aideraient ainsi les albinos d'être à l'abri des mutilations et autres assassinats dont ils sont victimes suite à des croyances erronées. Ils pourront ainsi faire briller pleinement leur lumière à travers le monde en ayant une vie digne, sécurisée et épanouie. Pour ce faire, je vous exhorte, Excellence Madame la ministre de l'Action sociale, d'être le porte-voix des personnes atteintes d'albinisme, afin que cet avant-projet de loi qui attendait depuis près de 20 ans dans les tiroirs puisse enfin être adopté par l'Assemblée nationale et promulgué par le chef de l'État. Cette journée offre également aux personnes atteintes d'albinisme l'espace pour interpeller les autorités à respecter leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. C'est pourquoi le ministre de l'Action sociale et ses partenaires jugent opportun chaque année depuis 4 ans de les accompagner. Voici, c'est un atelier que nous organisions pour que les acteurs qui interviennent dans le domaine se rencontrent pour pouvoir amender ce projet de loi. Ensuite, nous allons essayer d'élargir l'éventail en saisissant tous les départements ministériels afin qu'ils puissent se prononcer sur le projet de loi avant que ça ne soit passé devant le conseil interministériel, mais pourquoi pas le conseil des ministres. C'est à partir de là seulement que ça sera soumis à l'Assemblée nationale. Cette journée est célébrée depuis le 13 juin 2015. Elle contribue à sensibiliser les communautés sur les droits des personnes atteintes d'albinisme, tels que le droit à la vie, à la santé et à l'éducation. Et puis pour atteindre les objectifs escomptés dans la protection des personnes atteintes d'albinisme, il faut l'adoption d'une loi. Je propose d'écouter la ministre de l'Action sociale au micro de Minato Sidibé. Alors, nous voici, ça fait 4 années successivement que nous célébrons la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Alors, cette année, on a voulu changer un peu et nous consacrer à l'appropriation. L'appropriation, mais également la validation d'un avant-projet de loi par rapport à la promotion et à la protection des personnes vulnérables. C'est l'objectif et je profite pour remercier le Haut Commissariat aux droits de l'homme, mais aussi l'ONG internationale OSIWA et les organisations fêtières qui œuvrent dans le domaine de la défense des droits de ces personnes. Alors madame, c'est ce que votre département fait pour hâter les pas afin que ce document soit enfin. Les parcs de vente de bétail ne désemplissent pas à la veille de la fête de Ramadan. Clients et vendeurs s'activent chacun pour pouvoir tirer pleinement profit de cette période. Les prix varient en fonction de la taille des bêtes. S'ils sont abordables pour certains, d'autres estiment que les prix sont toujours élevés. Idrissa Bari, Amara Alexila. Ici, c'est le parc de vente de bétail de Simbayaga. Alors que dans ce camion, on débarque les bêtes venues de l'intérieur du pays, le parc est plein de bœufs, de moutons et de chèvres destinés à la vente. Dieu merci, les bêtes viennent tout comme les clients petit à petit. Sur les prix, tout client qui vient dans ce parc trouvera satisfaction. Chaque année, ce commerçant se rend dans ce lieu pour trouver un animal à immoler pour sa famille à l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr qui marque la fin du jeûne musulman. Cette année, contrairement aux précédentes, il trouve les prix abordables. Quiconque vient ici pourra trouver quelque chose à son goût. Moi, par exemple, je suis passé dans beaucoup de lieux, comme du Breka, Tanene. C'est ici que nous avons eu l'animal à bon prix. Dans ce parc, le prix d'un bœuf varie entre 2,5 millions à 10 millions. Le mouton, de 400 000 à près de 3 millions, alors que la chèvre aussi se négocie à partir de 500 000 francs guinéens. Pour cet homme de métier, la négociation reste rude pour trouver la bête adéquate à son goût.
Moi, je peux dire que le prix n'est pas abordable parce que je n'ai pas eu ce que je veux. Donc, c'est cher. Pour le secrétaire général de l'Association des vendeurs de bétail de Guinée, la fixation des prix varie en fonction du lieu d'acquisition, mais aussi des tracasseries policières sur la route. Néanmoins, il invite ses collègues à mettre en avant l'intérêt des populations guinéennes. De pulvériser le prix pour que le citoyen puisse gagner le bœuf, d'appuyer le citoyen de Guinée au niveau de la prix, parce que si on voit les difficultés qu'on a sur la route et au niveau des préfectorales, nous ne pouvons pas donner prix abordable. Je demande au département du ministère d'intervenir par rapport à ça, même si au moins si pendant la fête là, de dire toutes les militaires et paramilitaires de ne pas garer le véhicule, les animaux, moutons, petits ruminants. Un petit tour dans les écoles auprès des élèves qui doivent passer le certificat d'études primaires. Ils n'ont que quelques jours seulement pour affûter les armes à l'école primaire Aïchaba. Les élèves se disent prêts à affronter les épreuves, mais avec quelques zones d'inquiétude. Un reportage, Mamadou Saliouba, Tierno Sadoubar. Lundi prochain, ils seront seuls dans une salle d'examen. Alors pour éviter les mauvaises surprises, ces élèves se préparent. Au programme, calcul écrit, sciences d'observation, rédaction, dictée et questions. Les maîtres ne laissent rien au hasard. Ils reviennent sur toutes les leçons pour avoir plus d'admis. La plupart des parents surtout, c'est des analphabètes. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Donc nous, une fois en classe, ça nous pose problème. C'est pourquoi, comme vous l'avez constaté, je suis sur un devoir de rédaction pour que les enfants arrivent à s'en sortir lors de l'examen. Mais rien ne ressemble à un examen qu'un examen. Et si ces élèves se préparent, c'est pour passer le certificat d'études primaires, pas pour redoubler la classe. Et ici, beaucoup se sentent prêts à affronter les épreuves. Je suis prête pour affronter l'examen parce que j'ai révisé les autres matières. J'essaie de dessiner les coquilles, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire. Je n'ai pas peur pour affronter l'examen parce que je révise ce que le maître me donne. Je révise ça. Ils s'estiment prêts dans l'ensemble, mais certains élèves ont quelques inquiétudes, notamment en calcul, dictée et questions. Les matières que je perds, c'est la dictée et la rédaction. C'est dictée et question qui me fait un peu peur. Moi, je maîtrise tout sauf calcul. Ce n'est pas pour leurs difficultés que la surveillance va être faible. 2 surveillances sont prévues par salle, une tolérance zéro. Ces élèves n'ont que 4 jours pour écrire leur histoire. Et puis cette question, la Guinée a-t-elle voté pour les États-Unis au détriment du Maroc dans l'organisation du Mondial 2026? Sur la base des résultats du vote des différentes fédérations publiées par la FIFA, eh bien, la République de Guinée a bel et bien voté pour le trio nord-américain contre le Royaume chérifien. Faux retoque le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soré, ambassadeur de la candidature du Maroc, parle d'erreurs de manipulation électronique lors du scrutin. La toile s'enflamme sur cette question. De nombreux internautes et amoureux du Curon fustigent le choix du représentant guinéen. Suivez quelques réactions au micro de Moussa Campos Souma. C'est une déception de notre part de voir que le Maroc, qui était un candidat sérieux, qui n'a pas été retenu, et c'est une chose vraiment déplorable pour toute l'Afrique, car depuis que la Coupe du Monde a commencé en 1930, c'est seulement un seul pays africain qui a organisé, et la première édition que nous avons organisée a été un succès. Pourquoi ne pas nous donner aussi la chance pour organiser d'autres? Si la Coupe de 2010 avait été un échec, on aurait pu au moins nous retirer cette fois-ci. En ce qui concerne le choix de la Guinée, il y a eu un démenti de la part du président Antonio, mais ça ne nous donne pas l'assurance parce qu'on se dit comment est-ce que toute la majorité a été obtenue par ces pays-là. L'Afrique au moins devait voter pour le Maroc, et tous ceux qui optent pour une émergence et un développement harmonieux du football devaient aussi voter pour le Maroc. Cette nouvelle, je l'ai accueillie avec tristesse parce que aujourd'hui on parle du panafricanisme et ce n'est pas ce que j'ai vu par rapport aux candidatures du Maroc.
le Maroc s'est présenté. Je pensais que toute l'Afrique allait se réunir derrière le Maroc, quel qu'en soit le prix à payer. Et c'est pas ce que j'ai vu. C'est une grande indignation pour moi. Et ça m'a déçu vraiment. Les mots me manquent pour me dire combien de fois je suis déçu de cette attitude des dirigeants africains. C'est donc pour la 5e fois que l'organisation de la Coupe du Monde échappe au royaume chérifien. Sans transition, dans le reste du monde, quelques 629 migrants ballottés en Méditerranée depuis dimanche s'apprêtaient à affronter une nouvelle traversée à mer d'au moins 4 jours avant de toucher la terre ferme en Espagne après le refus de l'Italie et de Malte de les accueillir. Dans cette crise, l'Italie s'est substituée aux autorités libyennes puisque le navire Aquarius était dans les eaux libyennes, et elle s'est substituée sans aller jusqu'au bout de la démarche. Et il y a là la preuve d'une forme de cynisme et d'une part d'irresponsabilité du gouvernement italien face à cette situation humanitaire dramatique. Je vous dis, monsieur le député, que nous sommes évidemment prêts à aider les autorités espagnoles pour accueillir et pour analyser la situation de ceux qui, sur ce bateau, pourraient vouloir bénéficier notamment du statut de réfugié. Chagrin, mais aussi colère et désir de justice animent les survivants de la tour Grenfell à l'approche du premier anniversaire de l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu le Royaume-Uni depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand Vasiliki sort de chez elle, c'est la première chose qu'elle voit. La tour de Grenfell. Il y a un an, cette tour s'est transformée en un gigantesque brasier. 71 personnes, dont une femme enceinte, sont décédées. À l'approche du premier anniversaire de l'incendie, la tour est devenue une scène de crime, enveloppée dans du plastique. Depuis cette nuit-là, Vasiliki souffre de problèmes respiratoires. Un an après, elle estime que trop peu a été fait pour les victimes. Je suis très déçue par les réponses qui nous ont été apportées. C'est très triste d'apprendre que ceux qui ont été suffisamment courageux cette nuit pour sortir et s'échapper souffrent aujourd'hui de dépression. Certains sont même suicidaires. Devant l'absence de réponse officielle, les résidents s'organisent dans ce centre pour mettre en relation les victimes avec différents services. Ici, ils peuvent rencontrer des représentants du système de santé et des associations de relogement. Kerry vivait au 6e étage de la tour. Comme beaucoup de survivants, elle en veut aux pompiers d'avoir conseillé aux habitants de rester dans leurs appartements plutôt que de s'échapper. Je suis contente de ne pas avoir suivi leurs conseils. Je préfère ne pas penser à ce qu'il serait arrivé si j'étais restée à l'intérieur. Je pense que si plus de gens avaient tenté de s'échapper, il y aurait plus de survivants. Une enquête sur l'incendie est en cours, mais le revêtement qui a facilité la propagation du feu n'a toujours pas été interdit et les associations ne cachent pas leur déception. Je pense que trop peu a été fait. C'est la première fois qu'autant de Britanniques perdent la vie depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne comprends pas pourquoi le pays ne s'est pas révolté, pourquoi nous ne disons pas au gouvernement que les choses doivent changer. Le gouvernement n'a toujours pas banni les revêtements inflammables. Le mois dernier, le gouvernement a annoncé une aide financière aux conseils locaux pour retirer les revêtements inflammables de leurs immeubles. Et puis le club de boxe d'Al Youf a formé de nombreux champions au fil des années, mais l'incendie de la tour Grenfell aurait pu le voir fermer pour de bon. Ces locaux ont été détruits par le feu et de nombreux membres ont perdu des proches cette nuit du 14 juin 2017. Mais le club est en train de renaître de ses cendres et s'installera bientôt dans un nouveau gymnase. Il faudra plus qu'un incendie pour mettre le club de boxe d'Al Youf au tapis. Il y a un an, ses membres s'entraînaient au premier étage de la tour Grenfell, mais ces locaux tout neufs ont été entièrement détruits par le feu qui a fait 71 morts.
C'est désormais dans un gymnase temporaire que ces boxeurs en herbe s'entraînent, toujours aussi motivés qu'avant. Beaucoup d'entre eux ont perdu des proches la nuit du drame et ces 12 derniers mois ont été une épreuve. Un de mes amis est décédé, Yaya Hashim. Ce club me fait penser à lui parce qu'il passait devant tous les jours pour aller à l'école et quand je suis ici, je sens sa présence. Ça a été dur, mais on doit faire avec. On reste le même club. Le club a aidé ses membres à conserver un sentiment d'appartenance à la communauté malgré la colère et à faire face au deuil. L'entraîneur Moutas a perdu 5 membres de sa famille dans l'incendie. Ça aide. Ici, vous libérez cette colère que vous avez. Vous pouvez l'exprimer. Ce club fait partie de notre communauté depuis toujours. J'ai grandi avec Derlius. C'est une chance inouïe d'en faire partie. 2 champions du monde sont passés par le club, George Groves et James DeGale. Gary McGuinness était leur coach. Il ne s'agit pas seulement de champions. Nous ne pouvons pas tous être des champions, mais c'est votre dévouement pour le jeu, le travail acharné, quel que soit votre niveau, c'est une question d'engagement. Que feraient ces enfants s'ils n'étaient pas là? Dans quelques jours, le club s'installera dans de nouveaux locaux, construits par des bénévoles à côté de la tour Grenfell. C'est donc ainsi que s'achève cette édition d'information que j'ai eu un réel plaisir de vous présenter. À la caméra pour vous, Alceni Camara était présente. La régie, Nalaï Sidibé, le tour sur l'obsession technique d'Ali Kabé de Francis Kelly. L'info, c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV. Regardons mieux.